Radio Wanwan. Radio Wanwan. La radio pour les femmes, par les femmes. Bonsoir à tous et à toutes sur Radio Wanwan, votre radio militante préférée. Aujourd'hui chez Radio Wanwan, nous accueillons des étudiantes dijonnaises engagées qui nous proposent un podcast sur l'écoféminisme. Avant d'attaquer le vif du sujet, on pense qu'il est important de te faire comprendre d'où vient l'écoféminisme et surtout de comprendre ce que c'est. Parce que oui, te parler en détail d'un sujet que tu saisis pas forcément, ça risque d'être un petit peu plus compliqué si on va plus en détail dedans. On va d'abord du coup t'expliquer de quel mouvement il découle, c'est-à-dire le féminisme et l'écologie. Tout d'abord, le féminisme, c'est quoi ? Dans la société actuelle, il y a seulement deux genres qui sont admis, le masculin et le féminin. Ces deux genres qui sont accompagnés de conceptions assez récurrentes. Par exemple, on considère qu'une fille doit être douce, calme, qu'elle aime le rose. Pour les garçons, quant à eux, on partira plus sur de bleu. On leur associera des caractères de force, de leadership et bien évidemment, on va pas se le cacher, de performance. Si on prend un exemple concret, il existe de nombreuses paroles qui en apparence semblent un petit peu anodines, mais qui traduisent bien le propos. Par exemple, faire une action et l'accompagner de « comme une fille », par exemple courir comme une fille, dans un but rabaissant bien évidemment, admet que la femme est placée en position d'infériorité. Chaque individu est éduqué depuis tout petit avec cette idée de dominance envers les femmes internalisée, et ça, c'est très justement ce qu'on appelle le patriarcat. Vient alors la volonté de s'en défaire et permettre à tous les genres de vivre égaux. Au final, c'est un phénomène qui est général, universel et surtout qui touche toutes les femmes du monde. Passons du coup à la partie écologie. L'écologisme, lui, qu'est-ce que c'est ? C'est le mouvement qui est en faveur de la protection de l'environnement et des équilibres naturels. C'est à la fois considéré comme une doctrine ou une théorie, mais aussi comme étant quelque chose qui est politisé. Les principales préoccupations qui la concernent sont le respect et la protection de l'environnement et donc par extension de l'homme avec un grand H, contre les différentes formes de pollution, d'altération ou destruction induites par l'activité humaine. Si la préoccupation de l'environnement, elle, n'est apparue qu'environ vers le 19e siècle, notamment aux États-Unis avec George Marsh et Henry David Thoreau, l'écologisme politique, lui, s'est surtout développé dans les années 60-70. Et son influence s'est beaucoup concrétisée dans les années 80 par la participation de partis écologistes à plusieurs gouvernements européens. Alors tout ça, c'est bien beau, mais quel est le rapport avec l'écoféminisme ? C'est tout simple. L'écoféminisme considère donc qu'il existe des similitudes entre le système de domination et d'oppression des femmes par les hommes et le système de surexploitation de la nature par les humains, entraînant des dérèglements climatiques et le saccage des écosystèmes. Pour te permettre de mieux comprendre, parce que la théorie c'est bien, mais le concret c'est mieux, nous allons te présenter quelques exemples qui sont considérés comme les événements fondateurs du mouvement. Nous pouvons te parler d'écoféminisme en long, en large et en travers, mais nous ne pouvons pas omettre de te parler de l'engagement des femmes en Inde pour la défense de l'environnement et par extension du mouvement Chipko. Et c'est en 1973 que le mouvement Chipko est lancé à la suite de la décision du gouvernement indien de répartir une partie de la vallée à une société de fourniture sportive. Cette décision avait indigné les villageoises car une demande similaire de leur part pour la fabrication de matériel et d'outils agricoles avait été rejetée. Bien évidemment, c'est toujours plus pratique de faire du sport que faire à manger et que produire de la nourriture, mais ça c'est un autre débat. Elles avaient donc été encouragées par des ONG locales et s'étaient opposées physiquement, sans se laisser impressionner par les hommes munis de haches et de tronçonneuses, rien que ça, en barrant le chemin de la forêt de leur corps et en menaçant les troncs des arbres destinés à être abattus. Cette démonstration des Chipko visait autant à défendre dans l'urgence les arbres face aux tronçonneuses qu'à expliquer au gouvernement central que leur culture et leur économie locale ne faisaient qu'un avec les arbres et donc avec la nature. Couper leurs arbres revenait concrètement à les couper elles-mêmes, littéralement d'ailleurs. Les femmes l'avaient finalement emporté, interdiction d'abattre les arbres durant 10 ans. Beaucoup d'autres victoires ont eu lieu depuis, le mouvement s'étendant à de nombreux autres villages pour des cas similaires. Finalement, le mouvement a montré l'importance du féminisme dans la lutte pour la conservation des forêts et pour l'écologie. À l'époque, en défendant les arbres, ces femmes faisaient face à leurs propres maris parce que ces derniers travaillaient principalement dans des activités de déboisement. Cet exemple explique donc bien ce qu'est la convergence des luttes, notamment sur ces combats hommes-femmes, la protectrice contre l'exploitant, la nature contre le profit, la terre-mère contre le capitalisme. L'un des visages de ce mouvement n'est autre que Vandana Shiva, activiste écoféminisme la plus active des porte-paroles du mouvement Chipko. Elle a également fondé en Inde
Un sanctuaire de la biodiversité sauvage et agro-semencière où les femmes tiennent une place essentielle. We have learned from the forests, and the forest teaches us diversity, it teaches us freedom, it teaches us democracy. Bien évidemment, le mouvement ne s'est pas uniquement cantonné à l'échelle indienne et s'est peu à peu développé pour prendre bien plus d'ampleur, notamment dans les années 80 aux États-Unis. Suite à l'accident nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie, un groupe de femmes du nord-est du pays, actives dans les mouvements antinucléaires, dans la promotion des énergies alternatives, de la paix et de la santé de la femme, se sont réunies en août 1979 sous le nom de Women and Life on Earth, donc les femmes et la vie sur Terre. Les personnes présentes avaient adopté un manifeste sur les rapports entre les mouvements écologiques et les mouvements des femmes, entre la discussion de la nature, le militantisme, la discrimination et domination subie par les femmes. Nous sommes des femmes qui se sont réunies pour agir d'un commun espoir en des temps de peur. Nous abordons les années 80 dans un cri d'alarme pour le futur de notre planète. Les forces qui contrôlent notre société menacent notre existence avec l'armement et l'énergie nucléaire, les déchets toxiques et l'ingénierie génétique. Au solstice du printemps 1980, le groupe avait organisé Les femmes et la vie sur Terre, l'écoféminisme dans les années 80, une conférence qui avait compté pas moins de 600 participants du nord-est des États-Unis. Suite à ça, les écoféministes avaient lancé leur action la plus spectaculaire, la Women's Pentagon Action, le 17 novembre 1980 à Arlington, en Virginie. Des milliers de femmes s'étaient rassemblées devant le très connu Pentagone américain pour chanter, hurler de colère, pleurer. Elles étaient accompagnées notamment de grandes marionnettes, certaines étaient habillées en sorcières et lançaient des sorts au Pentagone. Elles tissaient les portes avec du fil de laine, etc. Le style écoféminisme en est donc né à ce moment-là. L'année suivante, la même action avait été organisée et avait réuni pas moins du double le nombre de femmes par rapport à l'année précédente. Il nous est impossible d'évoquer les origines de l'écoféminisme sans vous parler des sorcières et du mouvement Wicca. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la chasse aux sorcières a fait entre 50 000 et 100 000 victimes, torturées, abusées sexuellement et brûlées. Si on a oublié la violence de la chasse aux sorcières, c'est parce que cet événement a fondé la misogynie dans laquelle notre société baigne encore aujourd'hui. Les femmes qu'on accusait de sorcellerie étaient souvent des guérisseuses très liées à la nature et aux plantes dont elles connaissaient les vertus. Elles incarnaient la connaissance médicale et formaient des membres respectés de la communauté jusqu'à ce qu'on assimile leurs activités à des agissements diaboliques, écrit Mona Chollet dans Sorcières, la puissance invaincue des femmes. Penser l'intersectionnalité entre les dominations subies des femmes par les hommes et celles imposées à la nature à travers le capitalisme, embrasser l'image de la sorcière est un acte écoféministe. Cependant, le sujet est tellement vaste et intéressant qu'il mériterait un podcast à lui seul. Si tu veux tout de même en savoir plus, on t'a fait une petite fiche documentaire sur le mouvement qu'on t'invite à aller consulter. Contrairement à ce que tu pourrais penser, l'écoféminisme est aussi bien présent dans l'art. Depuis des générations, les écoféministes font entendre leur voix et expriment leurs revendications au grand public. Si tu veux un exemple concret, on peut te parler de l'exposition La Terre conserve, secoue les cieux, qui a été présentée à la Quadrum Gallery de Lisbonne jusqu'au 4 octobre. En fait, celle-ci, elle résolvait intelligemment les problèmes d'écologie et de féminisme. On peut aussi citer par exemple l'exposition de l'artiste et de l'écrivaine féministe Lucie Lippard pour The Weather Report Show, qui a présenté donc elle de nombreuses œuvres d'écologistes et d'artistes écoféministes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les œuvres d'artistes écoféministes ont inspiré de nombreux pionniers du mouvement éco-art. Mais l'art écoféministe, il ne s'arrête pas qu'au musée, il va beaucoup plus loin que ça. On peut te le prouver en te parlant par exemple de l'artiste de performance Regina José Galindo, qui elle, en 2014, s'est immobilisée nue dans la boue pendant 1 heure. Ça peut te paraître un peu étrange, mais en réalité, cette action est pleine de sens et on appelle ça de l'art représentatif. Pour te parler un peu plus en détail de l'écoféminisme dans l'art, on va commencer par parler littérature. On ne peut pas aborder l'écoféminisme sans parler de l'ouvrage Le féminisme ou la mort de Françoise d'Aubonne, paru en 1974. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette grande dame est considérée comme étant la mère de la pensée du mouvement et que c'est dans ce livre que le terme écoféminisme apparaît pour la toute première fois. Pour t'en dire un peu plus sur le livre sans te spoiler, l'autrice constate que 2 éléments menacent l'humanité, à savoir la surpopulation et la destruction des ressources. Et encore une fois, qui est le coupable ? Et oui, c'est bien sûr le patriarcat,
qui a d'ailleurs vu le jour dès la découverte du fonctionnement de la fertilité des sols et de la fécondation. Pour appuyer ses propos, Françoise d'Aubonne fait une description des destructions environnementales et appelle à créer un nouvel humanisme, donc l'écoféminisme, pour sauver l'humanité et prendre en main les problèmes de démographie, de pollution et de destruction des richesses naturelles. Si tu veux remplir ta bibliothèque de littérature écoféministe, tu peux aussi te procurer le cycle de l'écumène de la romancière américaine Ursula Le Guin. Donc en gros, pour faire simple, c'est un ensemble de romans de science-fiction écrits entre 1966 et 2002 qui racontent des histoires imaginaires de relations interplanétaires entre différents peuples humains, descendant tous de la même planète, mais qui se sont développés de façon extrêmement différente par la suite. Tu dois sûrement te demander ce que je raconte et en quoi ça c'est écoféministe. En fait, c'est pas vraiment explicite, mais dans cette œuvre, l'autrice se rapproche du mouvement, dans sa volonté de créer des mondes nouveaux sans domination des hommes, ça fait pas de mal, et en laissant la place aux dominés. Est-ce que tu savais que Frida Kahlo avait déjà représenté le mouvement écoféminisme dans un de ses tableaux? Non? Alors on va tout expliquer. Déjà, il est bon de rappeler que Frida Kahlo est une grande artiste peintre mexicaine qui est reconnue pour son engagement et son combat pour les droits des femmes. Elle va peindre une série de 8 autoportraits qui sont tous basés sur la même idée, c'est se peindre accompagné d'un animal. On va s'intéresser au tableau nommé Autoportrait avec un singe qui est daté de 1945. Si t'es pas devant ton écran, pas de panique, on va se charger de te l'écrire. Elle se représente en fait en tenue traditionnelle des femmes indigènes de Tijuana. Son visage est assez impassible et elle peint ses sourcils de manière à représenter les ailes d'un oiseau qui vont lui rappeler la non-liberté. Elle utilise des couleurs sombres pour son tableau. Ça fera référence à la peine qui se mélange à celle de la nature. Elle associe d'ailleurs son corps à la nature. Ce tableau ne t'a pas convaincu? Alors on va te parler d'une autre œuvre. The Earth is My Sister de Jessie Watson. Jessie Watson, c'est en fait une artiste contemporaine australienne qui voit l'art comme un puissant moyen de changement, mais aussi comme une plateforme de sensibilisation aux problèmes environnementaux auxquels on est aujourd'hui confronté. Elle part du principe qu'en peignant ce tableau, elle va apporter une nouvelle vision écologique et considérer qu'elle peut transformer la pensée du spectateur. Contrairement à Frida Kahlo, ce tableau est vraiment très coloré. Un visage féminin est relié à la nature et l'atmosphère y est vraiment apaisante. Donc voilà, si grâce à nous tu t'es découvert une passion pour la peinture écoféministe, alors on va te conseiller de t'intéresser à d'autres œuvres, comme par exemple Chicana d'Arlette Lucero, ou encore au travail de Lydia Velasco avec son tableau The Garden of Plenty. Tu verras alors que dans la peinture écoféministe, la femme est constamment reliée à la nature, que ce soit par les cheveux ou encore par le corps. Si tu n'es pas un grand fan de peinture et de littérature, figure-toi que l'écoféminisme est aussi présenté sous d'autres formes d'art, par exemple avec des performances. Dit comme ça, c'est pas très clair, mais t'en fais pas, tu vas comprendre. Rien de mieux qu'un bon exemple pour illustrer la chose. L'une des performances les plus remarquables du courant de pensée est sans aucun doute celle d'Annie Sprinkle, réalisatrice, animatrice TV et performeuse américaine. I'm Annie Sprinkle. How are you? I'm really glad that you came to see me because, well, I want to get to know you and I want you to get to know me and I want us to become very close. Très engagée pour la cause féministe, elle a créé le mouvement Ecosex avec sa femme, Beth Stephens. Il s'appuie sur l'idée que la Terre est l'amant de la femme, qu'on est obligé de la respecter et de se soucier de son consentement. Il mêle alors écologie, sexualité et art. Il se caractérise par des performances mystiques et tape à l'œil qui remettent en question le rôle d'objet sexuel de la femme dans l'industrie du sexe et qui revendiquent avec fierté la sexualité. Pour illustrer les idées qu'elle défend à travers ses mouvements, Annie et Beth sont connues pour avoir mis en scène des mariages écosexuels entre la femme et la nature. Après tout, pourquoi pas? Tu veux en savoir plus? On t'invite à aller voir leurs 2 documentaires. L'un est intitulé « L'eau nous rend humide, une aventure écosexuelle ». Il est une sorte d'introduction au mouvement. Tandis que l'autre se nomme « Au revoir Goley Mountain, une histoire d'amour écosexuel ». Complètement différent du premier, il traite des Appalaches, une chaîne montagneuse située en Amérique du Nord, et vise à interpeller le spectateur sur la crise écologique avec un ton plutôt sexy et amusant. Bon, si tu veux quelque chose d'encore plus décalé, reste, tu ne vas pas être déçu.
Tu connais Lorraine Cronenmeyer ? J'en doute. En fait, c'est une artiste australienne et la co-créatrice du projet Ecosexual Bathhouse, qui a pour but d'empêcher l'effondrement des écosystèmes. Avec son collectif, elle a organisé une performance durant laquelle il est possible pour les participants de faire l'amour avec la nature à travers un parcours sensoriel. Et oui, on t'avait promis du lourd. L'objectif, permettre une prise de conscience générale. J'espère que vous êtes toujours avec nous dans cette troisième partie du podcast. Nous allons aborder l'écoféminisme sous un angle plus actuel, plus concret. Qu'est-ce que représente l'écoféminisme autour de nous ? Ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire simple. Même si la notion d'écoféminisme a été imaginée par une écrivaine française, le mouvement, on va se le dire, n'est pas très connu en France. Est-ce un hasard dans le pays de la critique et du préjugé ? On ne sait pas. On peut donc dire merci au féminisme anglo-saxon qui vont nourrir ce courant de pensée. En effet, depuis les années 1990, l'écoféminisme s'est scindé en deux mouvements principaux. Tout d'abord, le premier aspect est socio-économique. Il est incarné par l'indienne Vandana Shiva, une immense femme très inspirante. Vous pouvez aller checker sa bio, c'est toujours informatif. Sa vision, elle est intermondialiste, elle touche tout le monde. Elle dénonce aussi bien la domination des hommes sur les femmes que le patriarcat et la domination des pays européens du Nord sur les pays plus pauvres du Sud. En gros, son défi, c'est quoi ? C'est de libérer les femmes du pouvoir socio-économique et de la pression des hommes, et cela passe par des combats plus triviaux, comme celui de la richesse contre la pauvreté. Jusque-là, la vision est assez simple. Ensuite, le deuxième aspect est beaucoup plus ésotérique et mystique, si on peut appeler ça comme ça. L'une des figures de proue de ce courant de pensée est Starhawk. Il considère la femme comme une entité proche de la nature, il parle de terre-mère. Alors non, nous ne sommes pas chez les Illuminés, on explique juste un concept qui sort un peu du cadre commun. Il faut travailler notre ouverture d'esprit. Plus sérieusement, même si ces deux courants de pensée ont des approches différentes, leur analyse critique à l'égard du capitalisme, de la révolution verte et de l'agriculture industrielle se rejoignent. En effet, ils arrivent à la même conclusion. La femme est le seul espoir pour l'avenir. Non, on vous promet, ce n'est pas nous qui avons écrit leur idéologie, ça vient d'eux. Si on ne vous a toujours pas assommé avec notre définition, on va vous donner quelques grandes figures du féminisme international. Christine de Pisan est considérée comme la première femme écrivaine de la langue française ayant vécu de ses écrits. En 1405, elle écrit La Cité des Dames, l'un des premiers ouvrages féminisme connus à ce jour. Elle imagine une ville fortifiée, utopique, dont chaque pierre serait une femme douée de talent et de vertu. Elle s'oppose ainsi à l'idée alors largement répandue selon laquelle la connaissance et le savoir pervertiraient les femmes. Pas mal pour une dame du XVe siècle, non ? Olympe de Gouges est considérée comme l'une des pionnières du féminisme français, on ne la présente même plus, avec la publication en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle s'est également fait connaître en publiant de nombreux textes anti-esclavagistes. Clara Zetkin, à la fois enseignante, journaliste, femme politique allemande, elle est une figure historique du féminisme et initiatrice de la journée de la femme. Et oui, les femmes ont une journée dédiée à elles dans l'année, et pas les hommes, de quoi se poser des questions. Et en France, c'est comment ? Nous savons que les Français et Françaises engagés dans les collectifs écologistes ou féministes sont très actifs en France. Les nombreuses marches pour le climat ont démontré que les Français sont dorénavant réellement impliqués dans la cause environnementale. Les marches pour le climat ont même plus de manifestants que les Gilets jaunes. Incroyable, non ? Mais pourquoi le mouvement écoféministe est-il encore peu connu ou accepté en France ? Les symboles de l'écoféminisme en France est axé sur des représentations mystiques. La France est un pays gouverné par la raison, le paraître et son esprit cartésien. Ces représentations peuvent paraître farfelues et sont donc mal vues. Nous avons donc encore un long travail devant nous pour travailler notre ouverture d'esprit et libérer la parole. C'est bien connu, lorsqu'un mouvement d'émancipation progressiste commence à prendre de l'ampleur, la répression des conservateurs est d'autant plus forte. Aussi, la prolifération de Wawin, de Faf et de Zazin de la LMPT, ainsi que notre gouvernement très qualifié, freine l'avancée du monde vers une société de paix et de prospérité écologique et sociale. Si tu veux en savoir plus sur l'écoféminisme, je te conseille vivement de t'intéresser aux travaux de la philosophe chercheuse et spécialiste de l'écoféminisme, Émilie H. Auteure de l'ouvrage « Ce à quoi nous tenons, proposition pour une écologie pragmatique », Émilie H est devenue en France l'une des voix de la réflexion philosophique sur l'écologie, avec un point de vue moderne, nécessaire et bien trop rare à l'université sur l'écologie politique. Pour conclure,
Si tu souhaites t'engager dans cette lutte incroyable pour un monde meilleur, il est conseillé de te rapprocher des mouvements antifascistes, féministes, queer et anticapitalistes. Car même si le terme d'écoféminisme est encore trop peu connu, il trouve dans ces communautés de nombreux piliers et soutiens. Le mot-clé ? Convergence des luttes. Ces contacts pourront te faire connaître de super événements comme le Festival des Engraineuses après la pluie à la Cité Fertile ou encore le Festival Sauvageonne, un festival écoféministe à Toulouse. Encore plus proche de toi, camarades, à Dijon, les initiatives écoféministes sont reprises par de nombreux collectifs comme les Collages féministes de Dijon, Gangrène, la Mistoufle ou encore le collectif du 25 novembre et son projet de jardin partagé avenue de Langres.